Bonsoir à tous, il est 18h, mercredi 7 avril. Très heureuse de vous retrouver dans le JT ce soir. La troisième vague déferle aussi, vous le savez, sur les pays de Savoie. La tension hospitalière est extrêmement forte alors que l'Agence régionale de la santé vient de demander la déprogrammation de la chirurgie non urgente sur l'ensemble de la région. Reportage à l'hôpital de Chambéry aujourd'hui, un reportage de Victoria Lopez. L'Assemblée nationale va examiner ce jeudi un texte pour une fin de vie libre et choisie. Ce sera un premier pas vers la mort médicalement assistée. La loi Claes-Leonetti de 2016 permet déjà la sédation profonde et continue, mais elle n'est pas toujours appliquée. C'est en tout cas le combat d'Isabelle Daillon. Nous le verrons avec une rencontre dans ce journal. L'Agence régionale de la santé Auvergne-Rhône-Alpes a appelé ce mercredi l'ensemble des établissements de santé à déprogrammer toutes leurs opérations non urgentes. Le nombre de patients Covid ne cesse d'augmenter dans les hôpitaux de la région. Le taux d'occupation des lits en réanimation dépasse les 95% en Auvergne-Rhône-Alpes. En Savoie, on compte 27 personnes en réanimation pour Covid sur 31 pour une capacité initiale de 18 lits. Pour faire face à cet afflux et libérer du personnel, l'hôpital de Chambéry avait déjà déprogrammé la moitié de ses activités chirurgicales non urgentes et non liées au cancer depuis quelques jours. Mais cela ne suffit plus. Pour les 15 prochains jours, donc, ce sont 100% de ces opérations qui vont être reportées. On écoute à ce sujet les représentants du centre hospitalier Métropole Savoie au micro de Victoria Lopez. Chaque fois qu'on monte des listes continues, on a besoin d'infirmières, notamment d'infirmières un peu spécialisées. On allait les chercher au bloc opératoire et donc on fermait les blocs opératoires. Alors pour reculer ces fermetures de blocs opératoires, on a formé 18 infirmières dans les autres services pour aller en réanimation. Mais ça ne suffisait pas, donc on a fait appel aux établissements privés et publics du territoire, mais déjà à 50%, ce n'était pas suffisant. Là, donc on déprogramme l'ensemble des activités déprogrammables à hauteur de 100% pour l'instant. Alors on maintient les urgences, bien sûr, heureusement. Et puis tout ce qui est donc prise en charge de cancer, c'est aussi l'urgence, pour que la personne ait toutes ses chances. Et puis tout ce qui est opération avec risque de perte de chance, c'est-à-dire une personne qu'on n'opérerait pas et qui pourrait se dégrader sérieusement et en payer le prix plus tard. La déprogrammation, elle va se faire progressivement jusqu'à vendredi. Et on atteindra vendredi le seuil qui est demandé, puisqu'on ne peut pas du jour au lendemain déprogrammer les patients qui étaient prévus. Là, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait par les chirurgiens pour regarder tout le programme opératoire qui était prévu sur les 15 prochains jours, pour voir les patients qui rentrent dans les catégories qui sont prioritaires et ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie prioritaire. Donc en fonction, tous les patients qui devront être déprogrammés seront rappelés, évidemment individuellement, dans les 48 prochaines heures, pour les informer de la situation, du pourquoi, et puis de pouvoir reprogrammer une autre intervention. Et pour faire face à cette troisième vague, l'hôpital de Chambéry a dû de nouveau réorganiser ses services. Si les admissions en réanimation inquiètent, l'afflux de patients dans les autres services de médecine est lui aussi en hausse, atteignant 91 personnes hospitalisées, soit l'équivalent du pic de la première vague. On fait le point sur place avec Victoria Lopez. Déprogrammer, réorganiser les services, s'adapter encore. L'hôpital de Chambéry subit de plein fouet la troisième vague de l'épidémie. Mieux préparé, presque habitué à pousser les murs. Le service de réanimation a été à nouveau agrandi. Le service de soins intensifs s'est installé juste à côté. L'ensemble forme le secteur des soins critiques, secteur particulièrement mobilisé dans cette crise sanitaire. On est théoriquement à 28 lits de soins critiques en temps normal s'il n'y avait pas l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, on est à 41 lits de soins critiques, c'est-à-dire 36 lits de réanimation intensive, plus 5 lits d'unités de surveillance continue. Et on peut encore monter, ce qui est prévu, de 5 supplémentaires si c'était nécessaire dans les jours qui viennent. L'idée est de ne pas faire de tri. Et ça, il faut vraiment dire qu'aujourd'hui en Savoie, on ne trie pas et on accepte tous les malades qui doivent aller en réanimation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir en permanence 3 ou 4 lits libres pour qu'à tout moment, parce que c'est globalement le nombre d'entrées qu'on fait par jour, on est à 3-4 entrées certains jours de malades en réanimation. Donc l'objectif est toujours d'avoir suffisamment de lits disponibles pour pouvoir accueillir à tout moment quelqu'un. Si l'attention est braquée sur le secteur des soins critiques, les autres services de l'hôpital sont eux aussi mobilisés. En 3 semaines, on est passé de 45 patients en hospitalisation conventionnelle à 91 hier, et ça va continuer à monter. Donc c'est des patients moins graves, mais qu'il faut aussi prendre en charge
et éventuellement dans une unité de lieu. Dans notre service de maladies infectieuses, à présent, on n'a pratiquement plus que des patients Covid. On a une accélération assez forte sur les 10 derniers jours. On avait toujours gardé environ une quinzaine de patients depuis la deuxième vague. Et là, maintenant, on est à 32 patients sur nos 36 lits qui sont occupés par des Covid. Et donc, c'est vrai que ça demande une organisation assez particulière, notamment en termes de surveillance, puisque, comme on vous le disait, c'est des patients qui sont souvent plus jeunes, plus graves, qui sont susceptibles de se dégrader assez rapidement, qui ont besoin de forts débits d'oxygène. Et donc, on est en lien très étroit avec nos collègues réanimateurs qui passent régulièrement voir ces patients. Et nos infirmières et aides-soignants sont également très sollicités pour surveiller au mieux ces patients et prévenir toute dégradation qui pourrait nécessiter un transfert en réanimation. Au 6 avril, le taux d'incidence est de 363 pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité de 8,7% en Savoie. Le variant britannique représente 84% des cas, les variants sud-africains et brésiliens 5%. La Savoie est l'un des départements les plus touchés de la région, avec le Rhône, la Loire, l'Isère et l'Ain. Cet appel à témoins à Ugine, une jeune fille de 16 ans a été abordée près du plan d'eau sur le parking de l'Office de tourisme ce dimanche entre 15h et 15h30 par un homme âgé d'une trentaine d'années. Il lui a demandé son téléphone, elle lui a répondu qu'elle n'en avait plus de batterie. Selon l'adolescente, il l'a alors empoignée et a tenté de l'emmener de force dans sa voiture. Une personne présente est intervenue, l'en empêchant. Parti rapidement à bord d'une voiture noire, l'homme a les cheveux blonds, coiffé en chignon, la peau claire, des cernes sous les yeux et des veines apparentes sur les joues. Si vous étiez dans les abords dimanche, vous pouvez contacter la gendarmerie d'Ugine au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Une enquête pour tentative d'enlèvement a été ouverte. Je vous le disais en titre, l'Assemblée nationale devrait examiner demain jeudi la proposition de loi du député Olivier Falorni pour une fin de vie libre et choisie. Plus de 3000 amendements ont été déposés. La fin de vie, un sujet qu'Isabelle Daillon connaît malheureusement bien. Depuis le décès de son papa survenu il y a quelques années, elle milite pour une véritable application de la loi Claeys-Leonetti qui permet l'utilisation de la sédation profonde lorsque le patient est en fin de vie. Pour son père, elle n'a été prescrite qu'après plusieurs mois de vie végétative. Jean-Paul Crespi l'a rencontré chez elle à Albins. La fin de vie de son père, une fin de vie vécue dans la douleur familiale, a profondément marqué Isabelle Daillon. Une expérience qui l'a poussée à rejoindre aujourd'hui l'association Article 10, créée autour de la fin de vie et animée par François Lambert, le neveu de Vincent Lambert. Désormais, elle témoigne des 4 années d'acharnement thérapeutique vécu par son père. Elle lève le voile sur les douloureux moments qu'elle a partagés avec lui, diminués par la maladie de Parkinson et à Corde-Lévy. Fin de vie dans la dignité, pour moi, je ne connais pas avec l'histoire de mon papa. Voilà. Après, chacun voit la dignité à sa façon. Moi, la dignité avec un corps décharné, enfin plus de corps d'ailleurs, plus de peau, plus rien, des os apparents. Franchement, pour moi, on n'a pas le droit de laisser un être humain dans un état, surtout si on arrête l'alimentation et les traitements. En fin de compte, le patient, il va mourir, il est en train de mourir, donc il meurt à petit feu, comme ça, on attend que la mort survienne naturellement, sans être sûr de savoir s'il souffre ou pas, mais bon, on ne sait jamais. Même s'il souffre, le médecin ne veut pas prendre le risque de pratiquer une sédation, pas une peur, alors on ne sait pas vraiment quelle peur. Hospitalisée à domicile, elle raconte les rares moments de lucidité de son père et lorsque son état empirait, elle décrit le très long protocole de fin de vie mis en place avec un arrêt des traitements et un arrêt de son alimentation. Je ne veux plus que des patients que des êtres humains connaissent la même fin de vie qu'a connu mon papa. Sans savoir si on souffre ou pas attendre la mort pendant 2 mois, je pense que c'est juste atroce. Depuis le 2 février 2016, la loi Claeys-Leonetti autorise l'accès à une sédation profonde et continue à une personne atteinte d'une maladie incurable. Un protocole maintenu jusqu'à son décès pour que la dernière partie de sa vie soit la plus apaisée possible. Mais des zones d'ombre subsistent et la loi semble parfois mal appliquée, même si certaines situations thérapeutiques sont à ce jour sans solution satisfaisante. On parle politique pour poursuivre ce journal. Si les conditions sanitaires le permettent, les élections départementales et régionales prévues initialement au mois de mars
auront lieu les 13 et 20 juin prochains. Un enjeu colossal pour les partis politiques du pays, pour qui l'élection d'élus locaux est essentielle. Et pour en parler, j'accueille ce soir Valérie Gonzo-Massol, la nouvelle déléguée départementale de l'UDI de Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir Fanette. Alors, avant d'évoquer votre fonction et vos différents chantiers dans ce cadre-là, un mot sur les élections qui arrivent. Dans son avis rendu au Premier ministre lundi 29 mars, le Conseil scientifique refuse de trancher la question d'un nouveau report, estimant qu'elle incombe aux seules autorités politiques. À l'exception du MoDem, toutes les forces politiques sont opposées à ce nouveau report. Selon vous, vont-elles pouvoir se tenir et surtout le doivent-elles ? C'est une question qui est quand même complexe. On est dans une situation assez exceptionnelle. La campagne va commencer, si elle se tient en juin, de fin mai au 13 juin. C'est une vraie blitzkrieg. Avec des conditions très très particulières. On l'a vu au municipal, ce que ça a pu engendrer comme résultat. En tant que sortant, il est vrai que les candidats ont tout avantage à ce qu'elles se tiennent au mois de juin. D'autres pays les ont organisés, donc je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Il est vrai que ça induit quand même une organisation très très particulière pour les communes, avec des isoloirs en extérieur, avec le gros risque aussi de Covid, non seulement pour les candidats, le manque de participation. Oui, on l'a vu lors des municipales notamment, oui. Ça a été une vraie déflagration, et puis les problématiques de procuration. Donc, la double difficulté est qu'on aura une double élection. Non seulement le conseil départemental, mais en plus le conseil régional. Donc, sont des institutions qui sont mal connues et qui aussi pourraient amener à effectivement un désamour vers ces votes. Et on aura un gros travail de pédagogie à faire, on essaiera de le faire également 8 Mont-Blanc. Alors je l'ai dit, vous avez été récemment nommé par le siège de l'UDI, délégué départemental de l'UDI 74, une section placée sous tutelle depuis quelques années pour inactivité. La présidence est donc vacante. Le dernier président était Jean-Luc Rigaud. Dans le département, les troupes s'étaient aussi divisées lors des élections européennes de 2019. Dans quel état, tout simplement, vous avez retrouvé l'UDI 74 et ses militants ? Alors, les militants ont souffert en silence. Je crois que c'est quelque chose qui est souvent qui est revenu, mais avec une volonté farouche de faire entendre la voix non seulement de l'UDI, mais aussi du centre, parce que notre parti s'est quand même bien redressé depuis la déflagration des élections présidentielles, qui a quand même semer le trouble au sein de l'unité du mouvement au niveau national. Il y a une vraie volonté au niveau du siège de reconquête de cette indépendance et de cette voix centriste. L'UDI est aujourd'hui en France la 3e force politique territoriale et la 4e force parlementaire française. Il y a une grosse entrée au niveau du Sénat. Et je pense qu'effectivement, les divisions internes, la problématique du centre, c'est qu'on est souvent d'accord sur tout, mais qu'on arrive quand même à se diviser. Moi, je crois que je suis quelqu'un d'assez optimiste, et on a dans ce territoire qui a quand même une histoire. La démocratie chrétienne est fortement ancrée, puis c'est pas une annécienne, avec l'image quand même tutélaire de Bernard Bosson, qui a porté haut l'humanisme, qui va contredire tout ça. Moi, mon travail en tant que délégué départemental,
en tant que principale interlocutrice aussi au niveau du siège et des militants et des adhérents et des élus, parce que nous avons aussi quand même... Oui, vous avez des élus au département et à la région aujourd'hui. Bien sûr, oui. Est-ce qu'ils seront encore sous l'étiquette UDI lors des prochaines échéances? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des discussions en cours avec les autres forces centristes ou autres, que ce soit pour les régionales ou pour les départementales, en sachant notamment que pour les régionales, le MoDem s'est déjà positionné avec La République En Marche derrière Bruno Bonnell? Absolument. Donc, les discussions sont en cours. Alors, au niveau de la région, elles sont menées par, entre autres, par notre vice-président Éric Fournier, maire de Chamonix, qui est à l'UDI. Nous avons quand même trois conseillers régionaux sortants, donc Éric Fournier, Catherine Pacoret, qui est conseillère déléguée au patrimoine, et André Versin. En ce qui concerne les discussions avec la région, c'est un groupe de représentants régionaux qui discutent effectivement avec Laurent Wauquiez et bien évidemment avec Paris. Sur le département, je vous rappelle quand même que l'UDI, c'est le parti du centre droit. Nous avons des partenariats étroits, des ententes étroites aussi avec les Républicains. Donc les discussions effectivement sont en cours. Nos adhérents et élus sortants sont UDI au niveau du conseil départemental. Ils sont à jour de leur cotisation. Ça, c'est pour répondre aussi à certains médias qui en avaient fait écho. Un petit sujet qui n'en est pas un. Mais ce qui fait aussi la spécificité de notre territoire en Haute-Savoie, c'est l'union et la volonté de structuration et de continuer sans exclure. Donc vous prônerez des listes d'union, que ce soit pour les départementales ou les régionales? Absolument. Alors on ne parle pas de liste au niveau du... Oui, liste pour les régionales et du département. Voilà, oui, absolument. Oui. Et parce que de toute façon, je pense que la voix du centre est une voix originale et qui a quand même fait ses preuves aussi au niveau de la région, plus de 90 000 voix centristes. Donc c'est aussi des voix qui comptent. Et ce sont des voix qui sont encore audibles aujourd'hui? Bien sûr, si vous regardez quand même les dernières élections, qui sont les élections sénatoriales, je vous rappelle quand même que c'est un sénateur centriste et Loïc Hervé qui est sorti en tête, avec en deuxième et troisième position Catherine Pacoret et Gabriel Doublet qui sont à l'UDI. Donc bien évidemment, le centre, dans toutes ses composantes, je n'aime pas parler de chapelle, mais dans toutes ses composantes, est une voix qui porte en Haute-Savoie. En une phrase, votre chantier prioritaire, hormis ces échéances électorales-là, ce qui n'est déjà pas rien? Oui, effectivement, c'est pas rien. Alors, ça va être de remettre en place un travail en interne qui a été mis un petit peu sous silence avec les moyens dont on dispose, les moyens modernes. Ça va être la formation de nos militants pour que nous puissions former les nouveaux talents, puisque l'idée aussi est de reformer une fédération jeune. Nous avons la chance aussi au sein de notre fédération d'avoir deux formateurs que sont Gilles Joly et Vincent Pacoret qui interviennent au sein de l'Institut Démocratia. Donc, il fait des formations pour les élus et petit à petit de rétablir effectivement tout un maillage de militants, d'adhérents, de sympathisants au sein de notre fédération, donc à travers effectivement des formations, à travers des webinaires, tout un site également. Donc pas mal de choses. Vraiment, un mot, vous êtes aujourd'hui conseillère départementale avec François Davier sur le canton Annecy 1. Tout simplement, est-ce que vous allez vous représenter? Tout simplement, oui.
Tout simplement oui, parce que quand on est pugnace comme je le suis, quand on a ouvert un dossier, on a envie de le terminer. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup et on aura l'occasion d'en reparler puisqu'évidemment on sera mobilisé sur les élections départementales et cantonales et les candidats ont jusqu'au 10 mai pour se faire connaître. Merci beaucoup Valérie Gonzo-Massol d'avoir été avec nous ce soir. Un dernier mot de politique avec un pas de plus vers Thonon pour publier. On entendra le président de Thonon Agglomération dans le JT de demain, mais en tout cas le conseil d'agglomération de Thonon a voté à une très large majorité le rapprochement de Publier de Thonon qui souhaite quitter la communauté de communes du Pays d'Évian. On y revient demain dans le JT et dès ce soir sur nos réseaux sociaux. Et puis le deuxième épisode de notre série de la semaine pour terminer ce JT. Un tiers des commissaires en France sont des femmes. 3 d'entre elles se trouvent en Haute-Savoie. Jean-Paul Crespi a décidé de partir à leur rencontre dans ce journal. Après Annecy, hier, nous partons à Annemasse où s'est installée depuis le début de l'année Amandine Eustachi. Le poste était vacant depuis 9 mois. Reportage. Lorsque l'information de la vacance d'un poste lui est parvenue, elle a postulé pour vivre une nouvelle expérience. Depuis le 4 janvier 2021, Amandine Eustachi est à la tête de l'hôtel de police d'Annemasse. Officier puis commissaire de police depuis 2011, un poste qu'elle a occupé en région parisienne, elle retrouve aujourd'hui le terrain et une réalité qu'elle ne soupçonnait pas. Je pense qu'on oublie assez vite les difficultés de la sécurité publique. Parce que c'est une police du quotidien avec donc, tout ce que ça implique comme difficulté. Et quand on est, comme j'ai pu être en centrale, on est loin de tout ça et on ne se rend plus compte de ce que vivent au quotidien les collègues qui vont concrètement en police secours sur une intervention. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert avec vraiment plaisir à Annemasse, avec toutes ces problématiques propres à cette circonscription, notamment le trafic de stupéfiants. Les affaires de conduite en état d'ébriété, les disparitions de mineurs, les atteintes aux personnes comme les violences conjugales et les procédures qui en découlent, les interpellations, les gardes à vue, la répression du trafic illicite de stupéfiants, les avis aux magistrats, les transferts, elle gère son quotidien en temps réel, avec le recul que requiert le métier de commissaire de police. Concrètement, tous les jours, on a des plaintes ou des interpellations pour des violences conjugales en fait. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui était une fois de temps en temps. Donc non, là, clairement, on a tout un groupe d'enquête qui travaille quasiment que sur ça. Et pour moi, on s'appuie sur une équipe, on travaille en équipe. Et donc, en fait, tout le monde joue son rôle. Et c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur les officiers. Enfin, clairement, j'ai 6 officiers, 1 de nuit et puis 5 de jour. Et ils sont vraiment très très bien. Parce que toute seule, je ne peux rien faire, concrètement. Moi, je n'avais pas comme vocation d'être policier. C'est pas quelque chose qui m'a fait faire des choix que j'ai faits au fur et à mesure pour y parvenir. Par contre, pour moi, c'était un réel engagement d'être dans cette fonction publique-là pour avoir un vrai rôle au sein de la société et pour les citoyens, en fait. Ça peut paraître bateau, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. C'est un réel engagement, voilà. Sans vouloir user de clichés, Amandine Eustachi aime rappeler qu'un agent de police féminin est certainement un atout pour désamorcer plus aisément certaines situations délicates, notamment lors d'interventions liées à des violences intrafamiliales. Et elle n'oublie pas son mémoire de master de droit privé et de sciences criminelles, accompagnement psychologique des victimes d'infractions pénales. Une réflexion sur sa volonté d'introduire à cette époque de l'humanité là où la rigueur semble être dictée par la nécessité. Et demain, on part à Thonon pour le dernier épisode. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dans quelques minutes pour le 3e épisode de Panorama. Vous retrouvez Emmanuel Jaude et Éric Renovier d'Éco Savoie Mont-Blanc. On s'intéresse au chocolat de Pâques cette semaine. À demain, passez une très belle soirée.